Bonjour à toutes et à tous. Je suis Cécile Demeude, chargée de mission inclusion et ODD au sein du Pacte mondial de l'ONU Réseau France. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui donc à la Maison du Développement Durable pour celles et ceux qui sont présentes en personne. On remercie également grandement les nombreuses personnes qui nous rejoignent en ligne. Vous allez rapidement le remarquer, mais on a un petit problème technique qui nous empêche d'avoir la vidéo, mais vous avez normalement un bon son et de toute façon, les slides vont défiler à l'écran, donc vous n'aurez pas à voir nos personnes en petite taille sur le petit écran de Zoom. Mais en tout cas, je vous le disais, on est ravis de vous accueillir. C'est un événement qui se tient dans le cadre de la série La semaine de l'entreprise responsable et inclusive, qui est co-organisée par le MEDEF et la FMD. Donc voilà, le Pacte mondial est partenaire pour la énième année consécutive. On est ravis d'en faire partie et de tenir cet événement aujourd'hui dans le cadre de cette deuxième journée de la série qui porte spécifiquement sur le pilotage de la stratégie RSE et diversité et inclusion des entreprises et plus particulièrement sur les questions d'écart de rémunération. On va s'interroger aujourd'hui sur les méthodologies qui existent pour mesurer les réels écarts dans les entreprises et également engager les plans d'action. Donc, c'est un programme très riche qui nous attend sous une heure. Je suis ravie d'accueillir les quatre intervenantes que vous voyez si vous êtes en présentiel et que vous allez rapidement entendre si jamais vous êtes en ligne. On aura tout d'abord une introduction par Anne Vaucher, qui est directrice adjointe Affaires sociales européennes et internationales au sein du MEDEF. On aura ensuite une intervention de Salma Werbi, qui est Senior Manager Target Gender Equality au Pacte mondial des Nations Unies. Et puis une intervention croisée entre Martine Boursires, qui travaille chez Michelin en tant que Risk Manager, risques sociaux. Depuis un bon moment maintenant et qui est actuellement en mécénat de compétences au Pacte mondial Réseau France depuis quelques mois. Et cette prise de parole croisée se fera donc avec Marion Le Turc, qui est chercheuse à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Voilà pour cette brève introduction et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je laisse donc la parole à Anne Vaucher. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour votre invitation. Donc, je vais effectivement essayer de dresser un peu quelques constats ou quelques idées sur ce sujet avant qu'on rentre un peu plus dans le détail. Donc, je précise qu'effectivement, c'est important de le dire. J'ai un peu une vision internationale et européenne de ce sujet, puisque mes fonctions, effectivement, m'amènent à travailler sur ce sujet au niveau européen et international. Et particulièrement, le MEDEF est membre de l'Organisation internationale des employeurs, qui est une organisation qui regroupe 150 organisations patronales dans le monde, qui sont fédérés parce qu'ils siègent ensemble à l'Organisation internationale du travail, voilà, pour dresser le décor, qui est très active, une organisation très active sur ces sujets également. Et je préside le groupe de travail sur l'égalité de genre et de diversité. Et donc, le premier constat ou la première chose que je voudrais partager avec vous, c'est que les organisations d'employeurs et leurs membres, donc les entreprises, sont de façon globale au niveau mondial mobilisés sur ce sujet. Tous les acteurs sont mobilisés sur ce sujet. L'OIT a produit un rapport avec l'Organisation internationale des employeurs en mars 2024 qui montrait que 90%, enfin 88% des organisations d'employeurs étaient mobilisées sur le sujet de l'égalité de genre. Et le premier sujet sur lequel les organisations d'employeurs étaient actives pour faire des activités de lobbying, d'influence, pour travailler, pour faire progresser le sujet, c'est l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc, une vraie mobilisation sur ce sujet, l'OIT ayant effectivement démontré dans un rapport qui date de 2018 qu'il existe encore un écart, bon, c'est un chiffre global de 20% au niveau mondial de rémunération entre les femmes et les hommes. De nombreux rapports d'ailleurs de l'OIT, mais aussi de l'OCDE assez récents, ont montré que
finalement, de nombreux gouvernements étaient intervenus dans tous ces États pour mettre en place des législations, des plans d'action, des législations qui sont toutes très variées. Ça va effectivement de constats sur la nécessité de mettre en place, que les entreprises mettent en place des audits sur les écarts de rémunération, des mesures de transparence, que des accords et des concertations entre les partenaires sociaux, des outils numériques aussi sur lesquels elles doivent se connecter pour rentrer des données. Donc voilà, la variété d'outils est assez impressionnante et une partie qui s'est développée ces dernières années vise effectivement à intégrer beaucoup plus de transparence dans ces sujets, ce sujet de l'écart de rémunération homme-femme. Je dirais que c'est un peu la tendance. L'idée étant bien sûr que si on a l'information, et que si on a évidemment c'est transparent, alors on a accès à l'information et alors on peut agir. Au niveau européen, pour finir de dresser je dirais ce grand bilan un peu, eh bien les organisations d'employeurs sont aussi assez actives, mais pas uniquement. La Commission européenne, vous le savez, publié récemment une directive définitivement adoptée en juin 2023 qui vise également par des mesures imposées à l'entreprise de transparence d'essayer de combler cet écart de rémunération qui a été calculé par Eurostat à fin 2022 à 12,7%, voilà, au niveau européen. Avec évidemment des diversités assez impressionnantes parce qu'il y a des États membres dans lesquels, comme le Luxembourg, les femmes gagnent plus que les hommes et des États dans lesquels il y a encore effectivement 20% d'écart de rémunération. Donc, effectivement, ces dernières années, on s'est beaucoup mobilisé sur ce projet de directive. Je vais en dire juste quelques mots parce qu'il va rentrer en vigueur et être transposé en France d'ici juin 2026. Donc, vous voyez qu'on a encore un certain délai. Ce texte proposait des mesures qu'on a tout de suite accueillies favorablement en faveur de plus de transparence. Je vais citer un exemple. Par exemple, proposer que les offres d'emploi contiennent des fourchettes de rémunération sur les postes proposés ou d'autres mesures effectivement qui doivent rendre transparentes les politiques permettant effectivement de réduire ces écarts de rémunération, mais aussi pas mal de mesures sur lesquelles on pense que finalement elles sont beaucoup trop prescriptives, imposant de nouvelles obligations aux entreprises alors qu'il existe déjà des systèmes en France ou dans d'autres États membres, puisque tous les États membres, tous les gouvernements avaient déjà mis en place des systèmes. Donc, on reviendra, bon, c'est peut-être sur ce sujet, mais en tous les cas, force est de constater que ce texte va créer effectivement je sais qu'il crée beaucoup d'attentes de la part des entreprises, pas uniquement des entreprises, mais qu'il va finalement changer un peu tout le système existant en France, basé principalement, je dirais, autour de l'outil de l'index. Ensuite, peut-être la deuxième question qu'il faudrait se poser, finalement, c'est est-ce qu'il y a un meilleur système par rapport à tous ces outils qu'on a vu se développer, toutes ces législations? Est-ce que finalement, il y a un meilleur système qu'un autre? Enfin, finalement, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Bon, a priori, je vais décevoir tout le public parce que je n'ai pas la solution miracle. Il n'y a pas de système qui finalement fonctionnerait partout ou dans tous les cas. C'est malheureusement on part de situations complètement différentes, avec des marchés du travail qui sont différents, une maturité du rôle des femmes dans le marché du travail, des politiques publiques très variées, qui font que les situations sont tellement disparates qu'il ne peut pas y avoir une seule solution.
Mais quand on réfléchit, finalement, c'est ce qu'on a fait un peu ces dernières années en voyant toutes ces évolutions législatives et sous ces cadres. Quand on réfléchit à quelles sont finalement les conditions sur lesquelles qui permettraient qu'un système fonctionne, on est arrivé à je dirais, je propose quelques conditions. Voilà, je ne sais pas si elles seront partagées par les autres intervenantes, mais enfin, je dirais qu'il y a 4-5 conditions qui nous paraissent importantes. La première, c'est que lorsqu'il y a une nouvelle proposition, une nouvelle législation, généralement qui impose des mesures, eh bien, il est forcément nécessaire que l'on soit impliqué dès la création de cette mesure, parce que si on veut ensuite que nos membres, que les entreprises finalement soutiennent ce processus, soutiennent cette mesure, eh ben, il faut qu'elles soient impliquées dès le départ la création de cet outil. La deuxième condition, c'est qu'on voudrait, il nous semble important d'avoir aussi une approche différenciée, aussi selon un peu la taille des entreprises. Alors, ça ne veut pas dire qu'on veut sortir du champ de ces mesures toutes les entreprises. Ça veut dire juste qu'il faut une approche proportionnée ou en tous les cas différenciée et en tous les cas progressive sur la mise en œuvre. Ça, c'est une condition qui nous paraît indispensable. Tout le monde peut s'approprier les outils, mais on ne peut pas y arriver tous de la même façon selon la taille de l'entreprise. La troisième condition, c'est qu'il est intéressant de partir, et à mon avis particulièrement pertinent, de partir de données qu'a déjà l'entreprise, parce qu'on sait que dans toute entreprise eh bien, qui a un effectif minimum, il y a quand même des données sur ces effectifs qu'on est obligé d'avoir, voilà, d'informations en fait que l'employeur dont l'employeur dispose, et donc il faut partir de ces données et essayer de ne pas recréer un système finalement. Et puis, le quatrième condition, c'est prévoir l'accompagnement à la mise en œuvre de cet outil. Et ça, c'est évidemment clé. À la fois, l'entreprise doit jouer un rôle, mais aussi les pouvoirs publics qui doivent accompagner. Donc, je veux juste dire quand même que le MEDEF, par exemple, a été très impliqué dans toutes les discussions, évidemment, sur la création de l'index, comme il est membre du Haut Conseil à l'égalité et il participe à l'élaboration du bilan de l'outil, parce que ça aussi, c'est un point important, c'est qu'un outil, encore faut-il tirer les conséquences et faire un bilan pour savoir effectivement comment l'améliorer, si la mise en œuvre a été partout dans les territoires, mais bien faite. Euh, voilà, donc ça, c'est, je dirais, un peu les 4 conditions qui nous paraissent importantes. Mais plus de l'outil, je pense, ce qui nous semble évident, en tous les cas, ce qu'on voit au niveau européen et international, c'est que ce qui est important, c'est le dialogue, finalement, qui s'instaure ou qui se crée dans l'entreprise sur le sujet. Euh, un dialogue qui peut être évidemment de différentes natures, un dialogue quand il n'y a pas de représentants du personnel ou qu'il n'y a pas d'organisation syndicale directe entre l'employeur et ses salariés, un dialogue bien à travers les représentants du personnel quand ils existent, et un dialogue qui peut aboutir évidemment à la conclusion d'accords collectifs. Donc juste quelques données très rapidement. En France, quand on regarde le bilan de la négociation collective 2023, on voit quand même que l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, c'est le deuxième sujet qui est le plus négocié après les salaires. Évidemment, c'est vrai qu'il existe, aussi une obligation de négocier sur ce sujet, mais néanmoins, bon, on voit que les chiffres sont importants et en revanche, en entreprise, il y a beaucoup moins, il y a, enfin, il y a une multitude de thèmes qui sont négociés, mais il y a quand même 7% des accords qui sont conclus qui portent sur l'égalité professionnelle et surtout qui portent d'ailleurs sur le thème
des sujets d'égalité, enfin d'écart de rémunération et comment les résorber. Voilà, donc le dialogue social, c'est crucial. C'est crucial pour pouvoir s'approprier le sujet au sein de l'entreprise, débattre et mettre en œuvre des mesures. Et pour finir, juste un dernier point sur le fait que tous ces outils qu'on a vu se développer, qui souvent donc passe par plus de transparence sur ce sujet des écarts de rémunération, ces outils ne seront jamais suffisants à eux seuls dans l'entreprise pour combler les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Bon, je pense que tous les intervenants seront d'accord sur ce point. Il y a effectivement ce sujet doit être investi par tous les acteurs, voilà, tous les acteurs responsables sur ce sujet, mais tous les acteurs, ça veut dire aussi bien les pouvoirs publics, la société civile. Bien sûr, on pense évidemment à des actions comme, bien sûr, continuer à lutter contre les stéréotypes de genre, à renforcer les actions en faveur d'une mixité dans les emplois, valoriser un peu plus les métiers dits féminins. Enfin, voilà, continuer à l'école à éduquer en faveur de métiers, voilà, les enfants en faveur de tout type de métiers, avec des campagnes, et puis évidemment accompagner ça aussi par des politiques sociales qui sont importantes, particulièrement, c'est vrai que j'ai découvert que dans beaucoup d'États membres, il n'y a pas forcément les structures, les politiques sociales favorisant les structures d'accueil et l'équilibre de vie professionnelle, vie privée. Voilà, donc voilà quelques constats pour introduire ce sujet. Ah non, pardon. Pardon. Merci beaucoup, Anne, pour voilà, ce constat qui, en effet, a été très riche et nous permet de très bien planter le décor. Vous avez répondu à un certain nombre de questions. On a hâte de voir si les autres intervenantes s'alignent là-dessus. Et c'est justement pour ça que je laisse tout de suite le micro à Salma. Donc Salma Werbi, du siège du Pacte mondial des Nations Unies, qui va nous présenter la vision du Pacte mondial et les outils mis à disposition sur les enjeux qui nous intéressent aujourd'hui. Merci Cécile, merci tout le monde. Encore une fois, je remercie énormément le réseau français du Pacte mondial de l'invitation à prendre part à cet événement dans le cadre de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Je m'excuse, ça fait longtemps que j'ai pas fait de l'allocution en français, donc je m'excuse s'il y a un certain anglicisme se glisse. Je vais essayer le plus possible de ne pas le faire, mais voilà, je vous avertis au cas où. Donc, peut-être, avant de m'atteler sur la question des écarts entre les rémunérations, je voulais un peu peut-être vous présenter l'ensemble de notre travail au Pacte mondial. Je sais qu'avec nous aujourd'hui sont aussi des participants qui ne sont pas membres. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes la plus grande initiative de durabilité qui s'adresse aux entreprises. Donc, le Pacte mondial des Nations unies, il a été créé dans les années 2000. C'était une initiative de Kofi Annan dans le but de créer une sorte de pont entre le secteur privé et les Nations unies. 20 ans plus tard, comme j'ai dit, nous représentons l'initiative de durabilité la plus large avec plus de 22 000 membres. On est aussi présent dans plus de... Là, il y a 60 réseaux, mais notre présence, elle est dans une centaine de pays. Parce qu'on est aussi présent dans des pays où on n'a pas de réseau. Et on fait quoi? On essaye, autant que possible, de partager les bonnes pratiques, d'offrir des possibilités à nos membres de réseauter, mais aussi de soutenir votre engagement à définir et à mesurer, à mettre en œuvre des stratégies dans le domaine du développement durable. On se focalise particulièrement sur quatre principes, les droits humains, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. Donc, il s'agit du genre. On pose toujours la question, le genre est où? Alors, moi, je dis, le genre est partout. Le genre, c'est notre thématique cross-cutting, multidimensionnelle. Et donc, en œuvre en particulier, on s'intéresse à la question des égalités salariales et des représentations à échelle de leadership, mais on accompagne les entreprises dans leurs efforts du genre de manière
holistique, intégrée et compréhensive. Et donc voilà, si vous ne faites pas partie du pacte mondial, vous pouvez toujours petit moment promo là. Je suis ravie de vous donner plus d'informations aussi tout à l'heure. Et là, pour revenir un peu à notre sujet, je vous remercie, Madame Vauchès, du tableau très clair que vous avez dressé quant au statut des écarts des rémunérations, les opportunités et notamment les challenges, les opportunités dans toutes ces directives. Je suis tout à fait d'accord avec vous aussi, juste pour vous dire, sur les 4 points que vous avez mentionnés, surtout le point autour l'importance d'impliquer toutes les parties prenantes et en particulier et aussi le secteur privé et ses représentants. Et peut-être juste, je voulais un peu rappeler les mots de notre secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur cette thématique aussi. Il qualifie l'inégalité des sexes et la discrimination économique comme l'injustice écrasante de ce siècle et l'abus qui vraiment réclame toute notre attention. Il rappelle aussi que l'égalité de rémunération est essentielle, non seulement pour les femmes, mais vraiment pour construire un monde juste et équitable pour tous. C'est peut-être en prenant conscience de ces enjeux-là et pour vous accompagner, entreprises, face à ces opportunités de progrès, que le Pacte mondial a lancé sa campagne Forward Faster. Certains peut-être connaissent. Donc, c'est une initiative qui vise à aider les entreprises à fixer des objectifs ambitieux, mais mesurables et concrets en matière de 4 thématiques importantes: l'égalité des genres, l'action pour le climat, le salaire vital, vous dites salaire décent peut-être, résilience à l'égard de l'eau, finance et investissements liés aux objectifs de développement durable. Quand il s'agit des questions de l'égalité des genres, il y a 2 objectifs bien spécifiques. Le premier objectif, il s'agit d'atteindre une représentation, une participation et un leadership équitable d'ici l'année 2030. Ça implique la fixation d'objectifs mesurables pour garantir un équilibre entre les sexes dans des postes de décision. Et le deuxième objectif, qui est aussi la thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif d'assurer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale d'ici 2030. Pour y parvenir, nous encourageons et nous soutenons les entreprises à réaliser des audits de rémunération réguliers, à garantir la transparence de ces pratiques et à, encore une fois, approcher cette thématique avec un regard holistique ou intégré, comme vous l'avez mentionné. On ne peut pas parler juste d'égalité salariale sans regarder tout l'environnement ou les différentes thématiques qui sont aussi qui ont un impact sur cette thématique. Donc, peut-être juste pour vous dire, on se réjouit au Pacte mondial de savoir que il y a déjà, l'initiative, elle a été lancée fin 2023. Il y a déjà plus de 1800 entreprises qui font partie de Forward Faster, donc qui ont matérialisé cet engagement-là de réaliser ces 2 objectifs, tous ces objectifs même. Et je sais aussi qu'il y a 124 entreprises en France qui ont rejoint l'initiative Forward Faster. Voilà. Nous savons, comme j'ai dit, nous savons vraiment qu'il est essentiel d'aborder ces thématiques de manière holistique et intégrée. Et c'est pour ça que dans le Pacte mondial, on a vraiment essayé de mettre à disposition plusieurs outils très pratiques conçus pour le secteur privé afin d'accompagner votre démarche ou vos efforts d'intégration des questions du genre de manière compréhensive. Je vais en citer quelques-uns, mais on en a d'autres. Peut-être les plus importants. On a récemment conçu un guide d'opérationnalisation de Forward Faster. Donc, en fait, ce guide, c'est vraiment un outil pour les entreprises qui permet de fournir des directives pratiques sur la manière d'intégrer les 2 objectifs que j'ai mentionnés. Le premier étant la question de la représentation et de la participation.
Le deuxième étant la question de l'égalité des rémunérations. Donc, ce guide, il est public. Vous pouvez y accéder. On va aussi vous montrer, on va vous faire suivre le guide plus tard. Mais normalement, ce guide, voilà, il peut être une bonne ressource afin d'ancrer votre travail sur l'égalité des genres. On a aussi conçu un outil, le Women Empowerment Principle Tool. Et ça, c'est un outil en ligne qui vous permet d'évaluer, vous en tant qu'entreprise, votre performance en matière d'égalité du genre. Il y a un ensemble de critères. Peut-être ce qui est intéressant aussi avec cet outil, c'est qu'il est vraiment ancré dans les standards internationaux. Il a été, on est vraiment dans les bonnes pratiques, si on se réfère aux standards internationaux comme bonne pratique. Et il se focalise sur, il vous permet de faire un diagnostic sur ou un constat de où vous en êtes où dans votre entreprise par rapport au genre. Et il s'adresse, il vous donne des recommandations dans plusieurs domaines, que ce soit le lieu de travail, mais aussi l'impact sur les communautés et sur le produit en tant que soi. Donc vraiment, encore une fois, on est dans cette démarche de comment s'adresser ou regarder la question du genre de manière intégrée et holistique. Cet outil est confidentiel, gratuit et peut peut-être être un excellent point de départ pour certaines entreprises qui sont peut-être dans un processus de réflexion par rapport à un plan d'action ou un target ou autre. Après, peut-être aussi, je voulais aussi brièvement mentionner certains de nos outils pour nos membres. Le produit phare, c'est l'initiative Target Gender Equality que je chapeaute. Donc voilà, c'est encore une fois un petit moment promo pour moi. Mais donc cet outil, en fait, c'est un accélérateur il s'agit d'un programme d'accompagnement pour les entreprises. Je sais que certains d'entre vous font déjà partie de Target Gender Equality. C'est un programme piloté aujourd'hui dans plus de 40 pays. Il offre un cadre de collaboration, d'apprentissage aussi, de réseautage entre les entreprises et vraiment soutien à la mise en œuvre d'objectifs concrets et réalisables pour votre entreprise dans toutes les thématiques, notamment la thématique de Equal Pay, donc l'égalité salariale. Euh, Peut-être aussi juste pour partager avec vous, je suis contente de savoir que le programme, il en est à sa 5e édition. Nous avons pu avoir plus de 55% des entreprises ont pu mettre en place des indicateurs quand il s'agit des questions de equal pay, donc des rémunérations salariales égales dans les 5 dernières années où on a piloté Target Gender Equality. Voilà. Et peut-être aussi un bref clin d'œil à d'autres ressources, notamment notre plateforme d'apprentissage en ligne Academy, où il y a de nombreux cours, notamment des cours ou plutôt de modules d'apprentissage sur les thématiques d'égalité salariale et autres. Nous sommes en train de travailler aussi sur un portail Europe qui décortiquera d'ensemble les directives, notamment la directive européenne focalisée sur la transparency, donc la transparence de paix. Et avec ça, ben, je suis ravie de vous en dire plus tout à l'heure. Je sais que on est, euh, on est juste, je pense. Et si vous êtes curieux, n'hésitez pas à venir me voir. Merci Salma pour ces outils qui, je pense, seront très utiles aux entreprises qui nous voient ou qui nous écoutent aujourd'hui. On va maintenant passer à la partie plus concrète de cette conférence avec une prise de parole croisée sur un projet de recherche qui a été mené par Michelin et par l'INED, donc l'Institut national d'études démographiques. Et je laisse tout de suite la parole à Marion Le Turc pour l'INED et à Martine Boursirès pour Michelin. Martine Boursireis, je suis actuellement en mécénat de compétences au sein du Pacte mondial, comme l'a cité Cécile. Et je suis salariée du groupe Michelin et j'ai travaillé dans des fonctions RH. Et ma dernière fonction au sein du groupe Michelin, j'étais risque manager sur les risques sociaux du groupe. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, il date de mon job d'avant, toujours chez Michelin, où je
faisais partie de l'équipe de relations sociales du groupe en France. Et ce sujet est né d'une discussion lors d'une négociation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Donc, nous avons démarré par une question née du dialogue social pour arriver au projet qui est en cours actuellement. Oui, alors moi, donc, je suis Marion Le Turc, donc je suis chercheur, je fais de la recherche pas en entreprise, hein, fonctionnaire, je fais de la recherche fondamentale et je travaille donc sur les inégalités de genre, principalement donc sur les inégalités salariales et je travaille aussi sur les questions de patrimoine, etc. Mais là, on va parler plutôt de ma recherche sur les questions d'inégalité salariale. Dans ce cadre, avec une équipe de chercheurs, on a noué plusieurs conventions de recherche avec des entreprises et notamment avec Michelin. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on intervient, qu'on travaille avec Michelin sur la question des inégalités salariales. Voilà, donc en fait, comme je vous l'ai dit, le sujet, il est né pendant des négociations sur l'égalité professionnelle homme-femme en 2016. Donc, ce n'était pas le premier cycle de négociation chez Michelin. Habituellement, nous avions des discussions d'ailleurs assez apaisées sur ce terrain-là, mais cette année-là, le terrain était un peu moins apaisé. Donc, pendant cette négociation est apparue la nécessité de clarifier cette question des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, de quoi on parle réellement et comment est-ce qu'on peut poser un diagnostic qui soit efficace, et efficace au sens qui nous dise quelque chose sur ce qui se pratique dans l'entreprise et qui soit accepté de tous les acteurs qui étaient autour de la table. Et le choix a été fait d'aller chercher un partenaire externe, donc en l'occurrence l'INED, qui il expliquera que sa mission n'est pas de faire de la statistique pour le compte des entreprises, mais de nourrir des projets de recherche, mais d'avoir accès aux données de rémunération confiées par l'entreprise aux chercheurs de l'INED, leur donner la capacité à aborder d'autres sujets. Donc, pour illustrer, ça, c'est un extrait de notre document d'enregistrement universel où sur cette question des écarts de rémunération, on explique comment on fonctionne au sein de l'entreprise. Donc, il y a une mission qui est donnée aux responsables du service du personnel de regarder ce sujet tous les ans et d'engager les plans d'action s'il y a des écarts constatés à corriger. On publie aussi en interne un indicateur qui est spécifique à notre groupe, qui mesure ce qu'on appelle les comparatio, qui sont... Alors, bon, je ne vais pas rentrer dedans parce qu'on est obligé de rentrer dans le détail de la gestion des salariés de l'entreprise, mais en gros, on mesure les écarts de rémunération moyens entre les hommes et les femmes à niveau de responsabilité identique. Et en faisant ceci, on vient neutraliser cette question du niveau de responsabilité et on vient neutraliser aussi la question de la monnaie et donc le fait d'être dans un pays ou dans un autre. Malgré tout, ce n'est pas suffisant pour vraiment comprendre l'histoire. Donc, depuis 2016, on a donc ce partenariat qui est engagé et qui concerne pour le moment uniquement la France, puisque le sujet est né dans le cadre de cette négociation. Et puis, bien sûr, on publie aussi la note de Michelin sur l'index égalité, toujours pour la France. Donc, ce dont on va vous parler, c'est le bloc du milieu. C'est l'étude qui est conduite par les chercheurs de l'Institut national des études démographiques, qui réalise une analyse en écart de rémunération, toutes choses égales par ailleurs. Et c'est la méthodologie que va vous expliquer Marion après. Et voilà, donc le contexte, vous le connaissez, on en a parlé, donc on va pas passer beaucoup de temps. Dans le cadre de Michelin, pour revenir juste avant, dans le cadre de Michelin, on est bien sûr engagé au niveau du pacte mondial. On s'est engagé aussi à respecter les principes directeurs de l'OCDE envers les entreprises multinationales, de respecter les conventions fondamentales de l'OIT. Et nous souscrivons aux principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et récemment, en 2022, nous avons concrétisé, ou plutôt synthétisé, notre approche sur ces différents sujets au travers d'une politique cadre sur les droits humains. Et dans ces politiques cadres, nous posons une règle, enfin des principes sur les questions de discrimination. Et c'est dans cet onglet-là que peut se lire le projet dont on va parler maintenant.
Donc ça, c'est notre cadre général. Donc quand on parle d'égalité de rémunération, bah, déjà, vous avez une première question, rémunération, de quoi on parle. C'est déjà un premier sujet. Et puis le deuxième sujet, c'est de travail de valeur égale. Qu'est-ce que signifie la notion de travail de valeur égale? Donc on avait un certain nombre de questions qui nous étaient posées par nos partenaires sociaux. Nous-mêmes, quand on tentait d'expliquer notre situation, ben, on avait des difficultés méthodologiques pour approcher la question. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'aller chercher un partenaire externe, expert des questions d'économie et de statistiques, qui puisse nous aider dans notre approche. Voilà, et là, je vais passer le micro à Marion. Alors, je vais me lever comme ça, je vois les slides en même temps que je vous parle. Donc, ce qu'on vous présente là à l'écran, c'est typiquement c'est le slide en fait d'introduction de notre restitution des travaux auprès des personnels en fait oui, de CSE, dans le cadre du dialogue social de Michelin. Donc, on est une équipe de plusieurs chercheurs sur lesquels il y a les noms, et on va travailler donc sur les différences de rémunération à partir des données qui nous sont fournies par Michelin. Alors, l'objectif qu'on s'est posé, c'est donc d'identifier et classer par ordre d'importance les sources d'écart de rémunération entre les salariés, femmes et hommes, au sein de la MFPM. Alors, techniquement, voilà, on est sur la partie manufacture. C'est pas tout Michelin, mais peu importe à ce stade-là. C'est un gros bout de Michelin quand même. Alors, le point quand même sur lequel je vais revenir en conclusion, mais que je voudrais quand même dire dès maintenant, donc nous sommes des chercheurs, nous ne sommes pas des consultants. Et à ce titre, c'est très important pour nous. C'est très important. Donc, nous, personnellement, nous ne sommes pas rémunérés par Michelin pour faire ce travail. Et ça, c'est un point qui est essentiel. On a une convention de recherche et qui stipule notre indépendance par rapport à Michelin. Donc, techniquement, ça ne change rien pour moi que les résultats soient bons ou mauvais. Je m'en moque éperdument. Je viens les présenter, je viens les expliquer, je viens expliquer d'où proviennent les écarts tels que je les mesurés, je viens expliquer la méthode qu'on a mis en place, pourquoi on a mis en place cette méthode-là. Et ensuite, c'est au dialogue social, c'est à l'entreprise de régler en interne ces questions. Nous, notre intérêt, si on n'est pas rémunéré pour ça, vous allez me dire, et quel est notre intérêt? Alors, dans la recherche quantitative, ce qu'on aime, c'est les données. Ce qu'on aime, c'est pouvoir travailler sur quelque chose, sur des cas réels. Et en termes de thématiques de recherche, on travaille à essayer d'améliorer la mesure des écarts. Ça tombe bien, on a une entreprise qui a envie également d'améliorer la mesure des écarts. Donc, on va présenter chaque année une certaine méthodologie qui est on est assez rompu à l'exercice, et on va en parallèle développer des pistes de recherche. Et ces pistes de recherche qu'on développe, donc ce sont des outils qui sont complètement neufs, qui vont peut-être mener à rien, parfois qui mènent à des résultats. On va également les présenter. Et ça nous permet d'avoir également pour nous un retour. Et c'est ça pour nous le grand intérêt, c'est de pouvoir travailler, avancer dans des projets de recherche. Alors ici, ce que je vous présente, c'est la première partie de l'exercice qui est de proposer une méthodologie qu'on a standardisée au fur et à mesure des années et qui permet à l'entreprise d'avoir une sorte de baromètre, de thermomètre pour savoir où en sont les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc, juste, on va revenir là-dessus. Le point de départ, c'est les données de l'entreprise. Et donc là, je rejoins complètement votre point qui est l'entreprise nous dit, voilà, c'est ça nos données de ressources de personnel. Et pour nous, ça va être notre base de travail. On ne va pas aller chercher d'autres données. C'est ce qu'ils nous fournissent. Ça veut dire que c'est ce qui est important pour eux. Et si on a besoin d'autre chose, si il s'avère qu'on est limité à un moment, on va leur dire, mais est-ce que vous avez d'autres données peut-être sur ça ou sur ça? Et s'ils n'ont pas les données, peut-être que c'est parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas vues en fait, et qu'on va aider à faire émerger au fur et à mesure. Donc il y a vraiment beaucoup de dialogue entre nous et eux qui nous apportent mutuellement. Donc les données sont des données administratives dans le sens où elles remontent de l'entreprise sur les rémunérations en équivalent temps plein. Et dans le cadre de ce partenariat, on arrive à remonter jusqu'à 2013.
On travaille sur différentes mesures de salaire, rémunération, et on dispose en fait de données assez basiques sur les caractéristiques de l'emploi, voilà, quantité de temps, niveau de poste, ce genre de choses. Et notre méthodologie, donc, ça va être d'étudier les rémunérations corrigées des effets de structure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire corriger des effets de structure? On va passer à la slide suivante. Corriger des effets de structure, c'est de se dire, bon, voilà, on a une population d'hommes, de femmes, voilà l'écart brut de rémunération. Ça, c'est des choses qu'on va mesurer, qui se mesurent de façon routinière dans l'entreprise. Et la question qui va se poser souvent, c'est de dire oui, d'accord, on attend d'écart de rémunération. Néanmoins, les femmes, elles font pas tout à fait les mêmes choses. Elles sont plus à la com et ce genre de choses dans le marketing. Les hommes sont plus tout ce qui est industriel. J'imagine que ça vous parle, hein, ce genre de choses. Puis peut-être que dans un groupe industriel comme Michelin, on a embauché des femmes plus récemment, ce qui veut dire que les femmes sont plus jeunes. Donc, on va vouloir essayer de neutraliser ces effets qu'on va appeler des effets de structure, qui est en fait la structure de la population. Et par exemple, dans le cas que je vous présente juste ici, la structure de la population en termes d'âge. Alors, ce ne sont pas les données Michelin. Je ne les aurais pas présentées comme ça devant vous. Donc, c'est des données représentatives des cadres de groupes industriels françaises. On a dans le graphique de gauche un nuage de points. Chaque point, c'est une personne. Tous les petits points rouges, ce sont des hommes. Les petits triangles noirs, ce sont des femmes. On a à l'axe des ordonnées la rémunération, l'axe des abscisses l'âge. Et ce qu'on voit avec ce nuage de points, c'est qu'il s'étend du sud-ouest vers le nord-est. En fait, ça veut dire qu'il y a une corrélation positive entre l'âge et la rémunération. C'est pas une surprise, j'imagine. Donc la question, en fait, c'est on regarde où sont nos points noirs et nos points rouges. C'est ça qui nous intéresse. On voit que et on a plutôt plus de femmes dans le bas des âges, dans les âges les plus jeunes, et plutôt il y a plus de rouge ici, il y a très peu de triangles noirs. Donc les hommes, en fait, sont plus âgés dans mon échantillon. Et mon but, ça va être de dire, je veux neutraliser cet effet d'âge. S'il y a un écart de rémunération entre les femmes et les hommes, c'est également parce que les hommes sont plus âgés. Et puis, bon, ça fait partie un peu quand on veut corriger des écarts justes, finalement, on peut se dire, oui, l'âge, c'est peut-être une raison pour laquelle les rémunérations sont différentes. Et donc, la méthode, mathématiquement, ça revient à faire exactement ce qu'on fait là graphiquement. Alors, on le fait mathématiquement, mais ça revient à ça. C'est-à-dire qu'on va enlever dans la rémunération, on va enlever ce qui est dû à l'âge. Ce qui revient à dire, sur chaque petit point, j'enlève la partie qui est due à l'effet moyen de l'âge sur la rémunération. Donc, ça, c'est un exemple sur l'âge. C'est quelque chose qu'on va reproduire sur d'autres caractéristiques. Alors, le point essentiel ici, c'est que pour mesurer des effets, quand on veut corriger des effets de structure, qu'est-ce que c'est un effet de structure? Un effet de structure, c'est quelque chose qui va jouer sur la rémunération et une caractéristique qui joue sur la rémunération, typiquement l'âge, et une caractéristique qui est différente entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Vous voyez, typiquement, si les femmes portent des lunettes et les hommes ne portent pas de lunettes, on peut corriger l'effet de lunettes, mais en fait, l'effet de lunettes n'a certainement pas d'effet. Donc, ce n'est pas une caractéristique qu'on veut corriger. Par contre, l'âge, l'ancienneté, d'autres caractéristiques, et c'est là où on va en fait être plus proche de l'entreprise. Parce qu'en fait, les caractéristiques qui sont différentes entre la population des femmes et la population des hommes, elle est propre à l'entreprise, elle est propre à son histoire. D'où le fait que dès lors qu'on veut corriger, neutraliser des effets de structure, en fait, à un moment, on est obligé de s'adapter aux spécificités de l'entreprise. On peut peut-être passer au slide suivant. Donc, dans le cadre de Michelin, après des échanges entre l'entreprise et les chercheurs, on a identifié des écarts potentiels dus à des différences structurelles entre les femmes et les hommes. Donc, les différences d'âge, comme Michelin a la même problématique que beaucoup d'entreprises industrielles avec une population des femmes qui est plutôt jeune, très corrélée à l'âge, l'ancienneté dans l'entreprise. On avait identifié la possibilité du diplôme qui peut avoir un effet. Alors, la question du diplôme, elle est un petit peu problématique parce qu'elle n'est pas toujours remontée dans les données de l'entreprise.
Et donc, c'était d'ailleurs le cas chez Michelin. Sur d'autres entreprises, on arrive à corriger du diplôme, mais pas chez Michelin. Et d'autres effets qui sont plus de l'ordre professionnel, notamment métier, emploi, en fait, dans quel champ les individus, les salariés femmes et hommes travaillent, donc marketing, communication, emploi industriel, les effets donc de localisation et également des effets de niveau de poste, en fait, donc la structure des qualifications. Tout ça, ce sont des caractéristiques qui nous ont paru être intéressantes. Donc, à partir de là, quelle va être notre méthode? Eh bien, on va neutraliser chacune de ces caractéristiques qu'on a conjointement définies comme étant importantes et on va chercher à regarder comment évoluent les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes une fois qu'on a neutralisé ces caractéristiques. Alors là, on est sur un exemple. Alors ça, c'est typiquement le genre de graphique qu'on leur montre. On a dans cet exemple des écarts bruts de rémunération, donc qui ne sont pas encore corrigés, des effets de caractéristiques structurelles, qui sont de l'ordre de 8%. Pour les avoir en pourcentage, hein, vous multipliez par 100. Cette barre rouge nous indique le moment où on est à zéro. Plus on se rapproche de la barre rouge, plus ça veut dire qu'on est proche de zéro. Alors, on va faire l'exercice pas à pas. Je crois que les slides sont, voilà, sont effectivement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par corriger des écarts d'une première caractéristique, ici l'âge, l'ancienneté, et on regarde comment évoluent les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Ici, dans ce cas précis, les écarts ont diminué, on s'est rapproché de la barre rouge. La façon de lire ce nouveau chiffre, c'est de se dire, à âge et ancienneté donnée, une femme touche en moyenne une rémunération de 2% inférieure à celle des hommes. On est passé dans ce cas très précis d'un écart de l'ordre de 8%, un écart de 2% en neutralisant les effets d'âge et d'ancienneté. Pour le dire autrement, c'est quasiment tous les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes étaient dus au fait que les femmes étaient simplement plus jeunes. Bon, ça donne quand même des éléments pour comprendre ce qui se passe. Alors ensuite, bon, on va rajouter des mesures sur les différences de secteurs. Ça ne change rien dans ce cadre précis. On rajoute encore une mesure sur le niveau hiérarchique du poste. On a encore un petit peu réduit, mais dans ce cadre précis, quasiment tout s'expliquait par des écarts d'âge et d'ancienneté. On peut passer à la suite. Alors, ce qui est intéressant dans ce cadre, dans cette analyse, c'est que ça permet de mettre le projecteur sur où est la cause en fait des écarts de rémunération. On voit très bien quel est l'effet structurel. On voit très bien qu'à la fin, dans notre analyse, il reste quasiment plus rien. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire qu'assez rapidement, avec quelques caractéristiques, on arrive à des écarts qui sont quasiment nuls. Et souvent, en fait, il reste quelque chose avant de tenir compte des niveaux de responsabilité. Et il reste quasiment plus rien une fois qu'on tient compte des niveaux de responsabilité. Ce qui signifie que la question, c'est l'accès au poste à responsabilité et pas vraiment une question de différence de rémunération entre les femmes et les hommes à niveau de responsabilité. Du moins avec les entreprises avec lesquelles nous avons travaillé, et je suis loin d'avoir travaillé avec les 36 000 entreprises françaises. Je crois que c'est à peu près ça, hein, le chiffre, si on compte les PME. Donc voilà, c'est au moins les quelques entreprises que je connais. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de répéter cette analyse. Une année, c'est intéressant, mais ça sert de baromètre, en fait. Ça permet vraiment de voir, en répétant, une fois qu'on a standardisé l'analyse, de voir comment les écarts évoluent au fil du temps. Donc, typiquement, dans ce cadre ici, on peut suivre sur deux populations différentes des écarts de rémunération qui ont diminué au cours du temps. Les écarts bruts, ici, je vous présente à peu près la même chose qu'avant, mais dans l'autre sens. Hein, les 3 points, ils sont ici. Tout à l'heure, ils étaient comme ça. Et donc, on est dans un cadre où les écarts bruts ici étaient relativement importants en début de période. Ils ont fortement diminué en fin de période.
Donc quelque chose, une évolution qui est déjà assez remarquable en termes d'écart brut. Le deuxième point nous donne qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui subsiste comme écart de rémunération entre les femmes et les hommes à âge et ancienneté donnée. Et on voit que l'âge et l'ancienneté est constitutif d'à peu près la moitié des écarts de rémunération. Et finalement, cette part qui est expliquée par les écarts d'âge et d'ancienneté n'a pas vraiment évolué au cours du temps, puisque ça reste 50%. Alors effectivement, il reste moins à la fin de la période, mais on reste aux alentours de 50%. Le reste des écarts sont des questions de niveau de niveau de poste. Et donc, il y a la question, cette analyse nous permet de mettre le projecteur sur où où est-ce qu'il faut aller regarder. Finalement, il y a une partie, bon, c'est l'âge et l'ancienneté. Ça, c'est quelque chose qui est de très long terme pour pouvoir être modifié au sein d'une entreprise. Une deuxième partie, c'est à âge et ancienneté donnée, dans quel moment de la carrière on est, à quel développement de carrière. Et donc, dans ce cadre très précis, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il y a des freins dans la carrière des femmes qui fait que elles, à âge et ancienneté donnée, elles sont dans des niveaux de poste qui sont inférieurs à ceux des hommes. Alors, j'ai essayé de résumer, j'espère que ça a été suffisamment clair, la méthode. Donc, le point important, c'est que ça permet à l'entreprise d'avoir des leviers d'action, comme on le met, puisqu'on a identifié assez clairement quels sont les effets structurels qui expliquent les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Alors évidemment, si à la fin, une fois qu'on a fait tout notre exercice, il nous reste encore 10% d'écart de rémunération, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé les facteurs structurels. Ça veut dire qu'il reste 10% une fois qu'on a tenu compte des écarts. Ce n'est pas le cas ici. En général, ce n'est pas le cas. Maintenant, encore une fois, je ne peux pas parler au nom de toutes les entreprises de France. C'est pas du tout ma mission. Le point qui est important, c'est qu'on a continué ensuite dans notre analyse en intégrant, puisqu'on se disait que c'était des questions de déroulé de carrière, on a continué en intégrant la question des promotions, en faisant une analyse très similaire sur les promotions, puisqu'on a identifié en première partie que les écarts de rémunération étaient associés à des différences dans les déroulés de carrière entre les femmes et les hommes. Alors, c'est un peu plus compliqué à faire sur les promotions parce que ce sont des événements plus rares et donc ça demande des échantillons plus gros. Encore une fois, et là je reviens sur ce qui a été dit en introduction. Effectivement, ça va dépendre. On est sur des analyses statistiques. La statistique a besoin de données et de beaucoup de données. Les études étudiées, par exemple, les promotions, c'est quelque chose qui est très gourmand en données et donc c'est quelque chose qu'on aura du mal à faire dans une entreprise de plus petite taille que Michelin. Donc, bon, voilà, on pourra le faire dans une quarantaine d'entreprises en France. Après, ça va être un petit peu plus compliqué. On va passer sur le dernier slide, oui, qui a sauté la dernière chose sur laquelle je voulais revenir, qui est extrêmement importante pour moi, c'est ce que je disais en introduction, c'est que nous sommes des chercheurs, notre but, c'est vraiment de pouvoir développer des nouveaux outils et donc de faire des conventions dans ce cadre-là. Et l'intérêt pour Michelin, bah, c'était de comprendre où se situaient réellement, où étaient nos enjeux de gestion des personnes en intégrant la question des différences éventuelles entre les hommes et les femmes. Donc, on a été rassurés sur le fait que nos politiques et nos méthodes de rémunération n'étaient pas génératrices d'écart au sens statistique du terme. Par contre, on a pu identifier que effectivement, pour une population donnée, on avait un levier d'action à aller observer plus finement. Et c'est ce qu'évoquait Marion, c'était la question des parcours de carrière des femmes dans une caractéristique particulière. Et donc, on poursuit ce travail avec l'INED sous la forme d'un projet de recherche où là, comme l'a évoqué Marion au début, on est sur de la recherche, c'est de la créativité de la part des chercheurs de l'INED parce que on soulève une hypothèse, elles vont la tester, elles vont vérifier si cette hypothèse produit ou pas un effet explicatif. Et aujourd'hui, on est face à une situation où on explore différentes étapes pour essayer de comprendre quel est l'élément qui va être particulièrement saillant et qui va pouvoir nous donner des pistes d'action derrière.
Ça ne veut pas dire que pendant tout ce temps-là, on ne fait rien. On travaille sur ces sujets. Simplement, on a besoin aussi d'avoir cet apport en parallèle qui nous permette de dire, bah, finalement, voilà où il faut aller continuer à creuser le sillon. Donc, merci Marion. Merci beaucoup Marion et Martine pour cette présentation qui a été très pédagogique et qui a permis de simplifier ce sujet très complexe. Il nous reste 5 minutes pour un échange questions-réponses. On va d'abord donner la priorité aux participants en présentiel et on prendra éventuellement des questions en ligne. Bonsoir, Rudy Hidalgo. J'ai une question plutôt sur la méthodologie de la recherche. Par exemple, il y a des cas que pour les femmes, on a un stop dans sa carrière pour certains, bon, pour les enfants, pour CDD et autre chose. Est-ce que c'est traité comme un outlier ou comment corriger cet effet de faire un stop dans la carrière et ça reprend après? Est-ce que ça peut impacter les salaires qu'elle va avoir après? Alors, dans notre méthodologie, on se place à âge et ancienneté donnée. Donc, s'il y a un stop dans la carrière, ça va réduire l'ancienneté dans l'entreprise. Donc, on se placera à âge et ancienneté donnée. Ça ne va pas être traité comme un outlier. C'est juste que le stop va réduire l'ancienneté de l'entreprise. Je ne sais pas si ça répond à votre question. On a une question en ligne. Donc, on a une question en ligne. Selon vous, quels sont les indicateurs les plus pertinents, même si nous avons conscience que les contextes selon les entreprises sont différents? Et l'objectif, c'est pour la création d'un plan d'action, par exemple, pour une entreprise. Les indicateurs les plus pertinents. Pour qui veut, je pense. Pour qui peut. Je ne sais pas si c'est sur la thématique en général, j'imagine. Genre, plan sur d'action. l'égalité de rémunération, ouais. À parler de l'égalité des rémunérations. Ah non, je pense que il va falloir, ça va dépendre de l'entreprise et des facteurs. Je pense que la méthode que propose l'INED nous apporte beaucoup de sens parce qu'on part de l'écart brut, qui est celui que tout le monde sait calculer, puisqu'on compare la différence, oui, l'écart de rémunération moyenne des femmes à la rémunération moyenne des hommes. Donc ça, on est capable de le faire. Et ensuite, on va, élément par élément, corriger des effets de structure et ça nous permet d'aller identifier. Donc, je ne sais pas répondre à la question strictement qui est quel est l'indicateur le plus pertinent. Pour nous, chez Michelin, les indicateurs qui sont calculés à chaque étape de la méthode sont importants. C'est important de voir cette question de l'écart brut parce qu'il dit quand même quelque chose. C'est important de voir le résultat d'un indicateur corriger des effets de structure démographique tels que l'âge et l'ancienneté des personnes, parce que ça dit aussi une histoire. Et dans le premier exemple, on voyait que c'était manifestement l'élément qui expliquait la quasi-totalité des écarts. C'est important aussi de savoir pour nous, est-ce que les métiers étaient à l'origine de ces écarts? On a pu en conclure que non, ce n'était pas le cas. On est allé chercher un autre élément de structure qui était le lieu de travail. Là, c'est pareil, on a pu constater que ça n'avait pas d'impact sur la rémunération. Là, on était beaucoup moins étonnés parce qu'on a des politiques globales de rémunération et qui ne sont pas site par site. Et puis, le dernier élément qui est très important dans la gestion des personnes, qui sont les niveaux de responsabilité. Et là, sans surprise, sur une population en particulier, on a pu voir que cette question des niveaux de responsabilité expliquait la moitié de l'écart brut. Donc, chaque étape est importante parce qu'elle nous dit une histoire différente. Et ce qu'on n'a pas précisé avec Marion, c'est que ça, on le fait par grande catégorie de salariés. Donc, on va faire ce calcul pour tous les opérateurs de production. On va faire ce calcul pour tous les états, pour reprendre un vocabulaire qui commence aux entreprises. On va faire ce même calcul pour
un premier niveau de ce qu'on appelle les cadres en France, et on va faire à nouveau on va appliquer à nouveau cette méthodologie à une dernière catégorie de cadres qu'on va appeler les cadres supérieurs. Et chacune et cette différenciation au sein des populations cadres, on l'a faite au bout de quelques années d'observation de nos données parce qu'on s'est dit, il y a peut-être quelque chose qui se joue qu'on n'arrive pas à expliquer en ayant un bloc de population aussi large que celui des cadres. Et donc, on a cherché, pareil, en discutant, qu'est-ce qui est pertinent, où est-ce que se situe la barre pour découper cette population. Et en posant la barre à un certain niveau, alors on a vu un effet particulièrement significatif pour une des populations. Donc, c'est une méthode qui est intéressante à regarder dans chacune de ces étapes. Non, merci pour votre présentation, c'était très intéressant. J'avais justement une question. Vous avez dit que vous avez commencé sur des données de 2016, je crois, ou 2013, enfin je ne sais plus. En tous les cas, vous avez fait réaliser cette analyse sur plusieurs années, parce que justement, finalement, une population d'une entreprise, c'est une photographie qui évolue, puisque des entrants, des sortants, et donc c'est ça la difficulté, parce que la population qui rentre n'est pas forcément que des jeunes. Enfin voilà, donc il y a des évolutions dans la population de l'entreprise. Et donc ma question, c'est finalement, vous avez dit quand a commencé cette étude, mais quand est-ce qu'elle se finit? Parce que finalement, est-ce qu'il faut que ce soit répété sans cesse? Est-ce que l'entreprise, ben, finalement, elle doit faire ça tous les 5 ans pour réaliser où est-ce qu'elle va devoir mettre ses leviers et s'ajuster ses politiques? Ou est-ce que, vous voyez, est-ce qu'il y a une fin finalement à cet exercice? Ou est-ce que l'entreprise s'est approprié finalement un peu vos outils, je ne sais pas, et peut ensuite travailler par elle-même ou pas? Alors, du point de vue de l'entreprise, la première question, qui était la question aiguë au moment de cette négociation, c'était y a-t-il ou pas écart de rémunération? Donc, c'était important pour nous de répondre à cette question et de répondre de façon répétée dans le temps. Donc, ça, c'était le premier élément. Aujourd'hui, la question saillante, c'est pas cette question-là, c'est pourquoi, pour une certaine catégorie de population, on constate que le niveau de responsabilité a un poids aussi significatif dans l'explication des écarts. Et c'est la question qu'on se pose derrière qui est qu'est-ce qui se passe dans les parcours de carrière? Et là, on sait qu'on est parti sur un temps long de recherche. Et voilà. Mais donc, je ne sais pas vous dire, est-ce que dans 3 ans, est-ce que dans 5 ans, est-ce que dans 10 ans, est-ce que nous nous lasserons ensemble de ce partenariat? On est en train d'essayer de dupliquer à la maille du groupe au moins la première partie, celle de l'analyse sur les écarts de rémunération, pour l'appliquer aux autres grandes sociétés du groupe. Bon, il y a une certaine complexité, donc, parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que pour pouvoir faire ce travail-là, on remonte à l'INED une 50aine de données de gestion pour chaque salarié tous les ans. Donc, on sait le faire à la maille d'une société qui est la manufacture, qui doit être 17 000 salariés. Donc, statistiquement, ça dit quelque chose. Quand on est à la maille des autres sociétés du groupe, ça veut dire que c'est un gros travail de constitution des données, etc. Et aujourd'hui, voilà, on a encore un peu de travail à faire pour y arriver. Marion, J'avais juste une petite question, mais Non, donc alors il y a plusieurs questions sur lesquelles je voudrais revenir. Donc pour cette question de la compréhension en fait des écarts, effectivement une entreprise ça bouge au cours du temps. Et il y a toute une question, nous, de recherche qui nous intéresse, qu'on trouve fondamentale, c'est les écarts de carrière. Et en fait, la notion même de carrière, c'est quelque chose qui est relativement flou. On voit tout ce que ça veut dire et à la fois, personne ne sera capable de vraiment définir. Donc, c'est quelque chose, en fait, qu'on essaie de définir statistiquement, une carrière. Et donc, pour ça, pour nous, le plus de temps ça dure, le mieux c'est. Parce que chaque année, on a une année de carrière supplémentaire. Ça joue. Et je voudrais revenir sur la question de quel est alors je ne sais plus comment c'était formulé exactement, mais quel est le meilleur indicateur, qui est une question en fait qui est extrêmement importante. Alors je pense qu'il y a un point qu'il faut avoir en tête, c'est que
Les indicateurs servent à deux choses, en fait. Dans le cadre d'un indicateur comme celui de Michelin, il est designé pour Michelin. Et donc, il a du sens pour Michelin. Il a du sens pour le suivi, parce qu'on le construit chaque année de la même façon. Il a du sens parce que ça intègre leurs problématiques. La question maintenant, c'est que si Michelin nous dit, bah, d'après l'INED, il n'y a pas d'écart, il y a 2%, il y a 5%, peu importe le chiffre, ça ne veut rien dire en dehors de Michelin. Et donc là, on arrive à la deuxième fonction d'un indicateur, qui est l'indicateur qui veut dire quelque chose aux autres entreprises, aux personnes, aux salariés, aux potentiels salariés qu'on va recruter, et sur lequel on peut dire, bah, regardez, nous, pas d'inégalité femmes-hommes au sein de l'entreprise, et pour ça, il faut un indicateur standardisé pour qu'on sache ce qu'ils disent. Et donc, ici, on a vraiment une tension entre l'indicateur qui va vraiment servir comme outil de gestion et comme outil de dialogue social au sein de l'entreprise versus celui qui va être affiché au reste du monde. Et je pense que cette tension, en fait, elle est très, très difficile à résoudre, voire même pas, on ne peut pas vraiment la résoudre. Et donc, la question, en fait, c'est plutôt de se dire, d'accepter le fait que bah, un indicateur, ça ne fait pas tout. Et il faut savoir pourquoi on construit. Donc, à la question quel est le meilleur indicateur, j'ai envie de dire quel est votre objectif. Et là, on parlera d'un indicateur. Je suis navrée, je dois vous couper. J'ai le mauvais rôle. On a atteint le temps qui nous était consacré. Merci beaucoup pour vos interventions. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut poursuivre les échanges à l'étage pour celles et ceux qui se sont déplacés ici. Salma, ce sera l'occasion de poser ta question à Marion. Le temps nous manque également pour conclure cet événement, mais je pense que les paroles de Marion l'ont fait à la perfection. Je vous propose donc qu'on se laisse là-dessus. Je vous propose simplement en présentiel et en ligne de bien vouloir scanner ce QR code afin que nous puissions récolter vos avis et retours sur cet événement. Je remercie également l'ensemble des participants qui nous ont suivis en ligne. Et je vous invite à celles et ceux qui sont devant moi à monter à l'étage pour poursuivre les échanges. Merci infiniment une nouvelle fois à nos 4 intervenantes et puis également à la FMD et au MEDEF. Voilà, le Pacte mondial était ravi et toujours, puisque la semaine ne fait que débuter, d'être partenaire de cette 5e semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Merci.